Mon premier invité est Clément Martin. Clément Martin, qui n'a malheureusement pu se rendre dans notre studio à cause du confinement. Il est en province et les trains se faisant rares, il nous appelle. Alors vous êtes dans quelle région, Clément Martin, en ce moment ? Je suis dans la région de Nice. Vous êtes dans la région de Nice. Alors vous avez 34 ans et vous êtes porte-parole du mouvement Génération Identitaire. Alors le mouvement Génération Identitaire est un mouvement bien connu des auditeurs de Radio Courtoisie. Néanmoins, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots le mouvement dont vous êtes le porte-parole, Clément Martin ? Oui, bien entendu. Génération Identitaire, c'est un mouvement de jeunesse qui est présent à la fois en France mais également dans plusieurs pays européens et qui a pour but de défendre notre identité, l'identité française et européenne, contre la plus grande menace qui la guette aujourd'hui, à savoir l'immigration massive et l'islamisation. Alors vous êtes connu pour réaliser un certain nombre d'actions coup de poing, si vous me permettez l'expression, avec des occupations de toits de mosquées par exemple, ou encore vous êtes introduit sur les toits d'une CAF en Seine-Saint-Denis il y a peu, ou encore à l'occasion d'une opération d'envergure européenne, Defense Europe. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu justement, pour parler de Defense Europe, la manière dont ça avait été, quel était votre objectif d'une part, et d'autre part la manière dont ça avait été traité par les médias, on va dire, traditionnels? Oui, alors la dernière opération Defense Europe, elle avait eu lieu au mois d'avril 2018. En fait, nous avions rétabli une frontière symbolique au col de l'Échelle dans les Alpes, à la frontière franco-italienne, pour empêcher les migrants clandestins de pouvoir entrer en France. Et donc, on avait à la fois rétabli cette frontière physique mais symbolique, et puis par ailleurs, on avait utilisé un hélicoptère il y avait eu des images qui avaient beaucoup tourné, où en fait on avait réclamé politiquement la mise en place du modèle australien, le modèle du No Way, qui consiste à tout simplement refuser l'entrée sur notre territoire aux migrants clandestins. Et cette action avait eu un retentissement très important, parce qu'en plus à l'époque on était en pleine discussion à l'Assemblée nationale sur une loi sur l'immigration précisément. Et donc ça avait entraîné le jour même une déclaration de Gérard Collomb, qui était à l'époque ministre de l'Intérieur, qui avait affirmé qu'il allait envoyer des renforts de police et de gendarmerie à la frontière franco-italienne pour la sécuriser précisément. Donc pour nous, ça avait été à ce moment-là une grande victoire. Alors combien de temps a duré cette opération dans les Alpes ? Alors, l'action en elle-même avait duré une journée simplement. Par contre, nous étions restés 2 semaines sur place. 2 semaines sur place, notamment en fait pour faire des enquêtes et puis pour regarder justement le travail notamment des ONG qui faisaient passer clandestinement ces migrants en France, par quel chemin ils passaient, quels étaient leurs réseaux. Et donc, il y a eu également un travail d'enquête et d'information, et donc de diffusion de ces informations qui a été fait par la suite. Donc concrètement, à l'époque, quand vous voyez un migrant qui passait la frontière, qui passait donc d'Italie en France, quelle était votre réaction ? Eh bien, tout simplement, on allait le voir, déjà on allait le voir pour lui signifier déjà qu'il commettait un acte illégal, et on appelait par la suite les gendarmes qui venaient le récupérer pour le ramener ensuite au poste frontière et l'expulser du coup en Italie. Merci Clément Martin pour ces précisions. Alors, vous êtes porte-parole de Génération Identitaire, et à vos heures perdues, vous êtes aussi reporter, puisque vous avez réalisé un reportage sur les côtes de l'île de Lesbos, qui est une île grecque, qui est devenue depuis des années un lieu de passage pour les personnes désirant atteindre l'Europe. Alors, j'invite les auditeurs de Radio Courtoisie, s'ils ne connaissent pas l'emplacement de cette île, à prendre un atlas, et vous verrez que cette île est relativement proche de la Turquie, ce qui explique la venue d'un certain nombre de migrants qui passent par la Turquie, mais Clément Martin va nous expliquer tout ça. Alors cette île, elle est connue parce que, on vient de le préciser, un certain nombre de migrants venus de Syrie, d'Afghanistan ou encore d'Irak viennent. On est à peu près, je crois, à 10 000 arrivées par mois depuis l'été 2019. Et sur cette île a été installé à Moria un centre fermé, façon de parler, puisqu'en fait il est ouvert,
pour que puissent s'installer, temporairement en tout cas, un certain nombre de migrants. Alors, Clément Martin, je disais donc que vous êtes parti en quelque sorte à l'abordage de cette île grecque pour faire un reportage d'une 40aine de minutes qui est accessible sur les plateformes. Je crois qu'il est notamment accessible via YouTube. Et vous avez fait un travail d'enquête, un travail vraiment de terrain, puisque, je le répète, vous êtes rendu sur place pour retracer la réalité de ce que vivent à la fois les migrants, mais aussi les Grecs, puisque c'est une île qui compte, je crois, à peu près 100 000 habitants, peut-être 90 000 habitants. À peu près, oui, c'est ça. Voilà, et il y a aujourd'hui donc 90 000 habitants et sont aujourd'hui sur place regroupés 22 000 migrants. Imaginez un petit peu la proportion entre les migrants et les autochtones. Alors, dans un premier temps, pourquoi justement êtes-vous allé en Grèce il y a quelques mois pour faire cette enquête? Bien écoutez, parce que à l'époque, donc on était à peu près au mois de mars 2020, en fait on avait des images qui circulaient un peu partout, à la fois dans les médias et sur les réseaux sociaux, des images d'habitants de Lesbos qui se révoltaient contre l'immigration massive. Et ces images faisaient le tour du monde. Et donc déjà il y avait une forme je dirais de distorsion médiatique, parce qu'en tout cas il y avait un récit médiatique sur cette révolte qui, disons instinctivement, ne me semblait pas correspondre à la réalité. Les Grecs étaient évidemment insultés et dépeints par les plus atroces caricatures que vous pouvez imaginer. Et donc en fait moi justement ça m'a donné envie d'aller sur place pour voir ça déjà de mes propres yeux et puis surtout filmer, ramener des images afin de partager cela sur Internet. Alors après il faut rappeler un petit peu le contexte, c'est qu'à l'époque il y avait pas mal de manifestations qui s'étaient déroulées. Il y avait même des checkpoints qui avaient été installés, des bateaux de migrants qui avaient été empêchés d'accoster et des affrontements contre la police qui avaient fait des dizaines de blessés. Donc on était vraiment dans une situation qui était très tendue. Mais en fait, avant ça, tout avait commencé quand il y avait eu le gouverneur régional, Kostas Moutzouris, qui avait appelé à une grève générale. Et le mot d'ordre de sa grève générale, c'était « Nous voulons retrouver nos îles, nous voulons retrouver nos vies ». Et depuis le mois de juillet 2019, en fait, les migrants n'étaient plus transférés vers Athènes. Et dans le même temps, les arrivées avaient recommencé à augmenter. Et donc sur place, du coup, les tensions elles étaient allées crescendo entre d'une part les migrants qui étaient bloqués sur l'île et qui basculaient du coup pour beaucoup dans la criminalité, et les habitants qui eux étaient excédés par la destruction de leur vie quotidienne à cause des vols et des violences. Et donc dans ce contexte-là, en fait, il manquait plus qu'une étincelle. Et elle est arrivée justement lorsque le gouvernement grec il a annoncé qu'il envisageait la construction d'un centre fermé sur Lesbos. Et là, les forces de police qui étaient envoyées pour protéger le chantier, elles ont dû faire face à des émeutes. La base militaire dans laquelle les pompiers étaient hébergés a été attaquée de nuit, ce qui a précipité d'ailleurs le départ de la plupart des unités. Et en parallèle, la route entre le nord de l'île et le camp de Moria a été bloquée. Il y avait des journalistes qui s'étaient fait agresser, les voitures qui étaient soupçonnées d'appartenir à des membres d'ONG pro-migrants avaient été attaquées. Et donc, on était déjà en fait en pleine crise. Et fin février, Erdogan, dont les côtes effectivement se trouvent très proches, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est en une dizaine de minutes de bateau à moteur à peu près, pour vous permettre de situer, il a décidé d'ouvrir les frontières et il a appelé les 4 millions de migrants présents sur son territoire à envahir l'Europe. Malgré un accord qui avait été signé, je crois, en 2016 entre l'Union européenne et la Turquie, qui avait quand même eu, je crois, des effets positifs pour les habitants de Lesbos, puisque les nombres de bateaux avaient largement diminué. Tout à fait. Bien évidemment, c'était aussi un chantage financier. Il faut le rappeler. Il fallait que l'Europe paye pour que les migrants ne viennent pas en Europe. Mais effectivement, donc au mépris de cela, parce qu'il considérait, je crois d'ailleurs, que les paiements n'étaient pas suffisamment rapides à son goût, et donc pour faire pression sur l'Europe, notamment sur ce point-là, eh bien, il avait dit à ces migrants d'envahir son territoire. Et donc donc à ce moment-là, on a un contexte qui est complètement explosif. Lesbos fait l'actualité de toute la presse européenne. Et donc, début mars, j'ai pris l'avion et me voilà sur Lesbos afin de fournir à tous des images et des témoignages que vous ne verrez d'ailleurs nulle part ailleurs. Voilà, ça je peux vous le certifier.
Je crois en plus savoir que vous avez pris quelques risques en allant sur le camp de migrants, puisque à la fois la police mais aussi les habitants de Lesbos vous dissuadaient de vous rendre vraiment à l'intérieur du camp des migrants à cause de la violence qui régnait de manière presque croissante, puisque j'ai cru comprendre aussi que la situation, en tout cas quand vous y étiez, était effectivement explosive. Alors je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie qu'ils écoutent Clément Martin, qui est parti avec un sac à dos, une caméra et des micros pour faire un reportage extrêmement intéressant d'une 40aine de minutes, disponible sur la toile. Et que les auditeurs n'hésitent pas, s'ils ont des questions à poser à Clément Martin, à composer le 01 46 51 00 85, 01 46 51 00 85. Je rappelle aussi que Clément Martin ne raconte pas un essai ou alors une fiction qu'il aurait écrite. Il raconte ce qu'il a vu. Alors justement, quel était l'état d'esprit des habitants de Lesbos ? Alors, je me permets simplement de rappeler une petite chose. Le reportage, si vous souhaitez le visionner, il se trouve sur la chaîne YouTube Les Identitaires. Voilà, vous tapez Les Identitaires et vous trouverez ce reportage qui est intitulé Migrants, situation explosive à Lesbos. Voilà, vous pourrez le trouver ainsi assez facilement. Pour revenir à votre question, quel était l'état d'esprit des habitants de Lesbos ? Ils étaient tout simplement révoltés. Et effectivement, comme vous l'avez dit, après avoir échangé avec quelques habitants, j'avais décidé d'abord de commencer à aller à la rencontre des migrants. À la limite, ça, je vous en parlerai un peu plus tard. Et il y a le camp de Moria, effectivement, où il y a 22 000 migrants qui habitent. Mais en fait, Moria, c'est aussi un village. Et un village où habitent seulement 1000 Grecs. Et ces 1000 Grecs, justement, je suis allé les interroger. Et comme ils nous l'ont confié, ils vivaient dans la terreur quotidiennement. Dans le reportage, j'interroge des Grecs qui nous racontent des choses complètement folles. Je pense par exemple à cette personne qui s'était retrouvée le matin. Il faut imaginer, vous êtes chez vous dans votre maison, le matin vous vous réveillez, vous descendez des escaliers et en fait dans votre cuisine vous tombez nez à nez avec des migrants qui sont en train de tout voler en fait. Voilà, ça c'est un exemple de témoignage qu'une personne nous a raconté qui est présent dans le reportage. Et après on en a interrogé d'autres, et d'ailleurs pas qu'à Moria, ailleurs aussi. Leurs jardins se faisaient dévaster, leurs récoltes se faisaient voler, leurs maisons étaient cambriolées, il y avait des agressions sexuelles contre les femmes, contre les jeunes femmes et même sur des très jeunes filles parfois. Et donc, concrètement, oui, ils nous ont dépeint un climat de terreur. Ils ne reconnaissaient plus leur île, en fait, qui auparavant était un paradis, et puis depuis l'arrivée des migrants, c'était transformé en enfer. Et après, il y a une chose aussi intéressante dont j'ai pu m'apercevoir sur place, c'est que, en fait, à la base, c'est-à-dire aux toutes premières arrivées de migrants, en fait, beaucoup des Grecs que j'ai pu même interroger étaient en fait à l'époque favorables à l'accueil des migrants. Parce que ils se disaient, après tout, c'est des pauvres gens, accueillons-les. Et en fait, justement, c'est cette confrontation avec le réel qui les a fait changer d'avis et qui les a fait changer radicalement d'envie. Et aujourd'hui, d'ailleurs, parmi les personnes les plus révoltées à Lesbos par rapport à la situation, on retrouve en réalité des personnes qui, à la base, étaient plutôt favorables, naïvement, à l'accueil des migrants. Donc ça, c'est quelque chose aussi d'intéressant à observer. Et en fait, il y a eu un volte-face considérable à cause du réel, tout simplement. Et alors, on viendra après sur la question des ONG qui sont complices de cet état de fait, mais ce que vous dites signifie que vous n'avez pas croisé un habitant qui était favorable, en tout cas, qui ne se plaignait pas de la situation. Très honnêtement, non. Non, là, même j'y repense. À part les membres d'ONG, non. D'accord. Non, il y a vraiment un unanimisme. Et d'ailleurs, dans les manifestations qu'il y avait à Lesbos, en fait, on pouvait le voir, cet unanimisme, il était également politique. C'est-à-dire qu'y compris, en fait, le Parti communiste local était contre la construction d'un nouveau centre de migrants. Donc, c'était quelque chose qui était complètement, je dirais, transcourant et qui faisait réellement l'unanimité. Alors après, il y avait des, je dirais, à la limite, des discours plus ou moins nuancés. Voilà, il y avait certains habitants de Lesbos qui, par exemple, étaient favorables à ce que les migrants qui étaient actuellement présents à Lesbos soient répartis ailleurs en Europe, d'autres qui considéraient que non, leur place était dans leur pays d'origine, ce genre de choses. Mais en tout cas, tous s'accordaient à dire sur le fait que la situation sur place était absolument intenable. Alors intenable, manifestement à cause de ce fameux centre qui est dit centre fermé, mais on voit bien dans votre reportage que les portes sont grandes ouvertes et que effectivement les personnes qui sont installées, donc je rappelle qu'ils sont 22 000 migrants qui sont installés dans ce camp, peuvent aller et venir.
Alors, nous l'avons précisé tout à l'heure, vous avez eu le courage de rentrer dans ce centre, soi-disant fermé. Et alors, et vous avez, on le voit très bien dans votre reportage, interrogé un certain nombre de personnes concernées par ce phénomène de comme on appelle ça pudiquement, de la migration, et qui vous ont tenu un certain nombre de propos étonnants. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire part de quelques témoignages qui vous ont marqué? Oui, tout à fait. Bah, vous disiez tout d'abord qu'effectivement le camp était dangereux. Bon, d'ailleurs, ce camp a été brûlé depuis par les migrants eux-mêmes, d'ailleurs, pour justement essayer de faire pression sur les autorités afin de pouvoir partir ailleurs en Europe. Et donc, effectivement, oui, c'est un endroit insalubre et très dangereux. Il y a des affrontements interethniques au couteau quotidiennement à ce moment-là. Et moi, j'étais présent là-bas en fait avec Jérémy Piano, un de mes camarades de Génération Identitaire, et lui-même en fait était arrivé un jour plus tôt. Il était allé au camp de Moria avec aussi des personnes qui nous ont aidés par la suite à filmer le reportage, et il avait été tout de suite pris à partie par des migrants agressifs qu'il avait invectivés. Et donc déjà quand on y retourne en fait le lendemain, le moment où je filme les images, on est déjà dans un certain moment de tension important. Et en fait, ce qu'il faut réaliser, c'est qu'il y a en fait 20 000 migrants qui vivent dans une sorte de jungle. Et en fait, il n'y a pas de police à l'intérieur. Donc c'est l'anarchie et le désordre, c'est un peu comme une prison à ciel ouvert. Et même les ONG qui leur distribuent de la nourriture et des couvertures rechignent à y aller et font extrêmement attention. Et les migrants eux-mêmes, et ça on le voit dès le début de votre reportage, se plaignent qu'il n'y ait pas assez de police à l'intérieur du camp. Tout à fait. Tout à fait. C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de témoignages qui même peuvent paraître parfois contradictoires. Parce qu'en même temps, on voit bien aussi que chez beaucoup de migrants, ils récitent tous à peu près la même chose, le même baratin qu'ils ont probablement appris des ONG. Et nous venons en paix, acceptez-nous au nom des droits de l'homme, nous sommes des êtres humains, etc., etc. Et certains d'entre eux, tout en disant cela, insultent aussi les Grecs de racistes. Enfin, ça, c'est des choses que vous pouvez voir dans le reportage. Et par ailleurs, on peut aussi s'apercevoir qu'un certain nombre d'entre eux ont des smartphones, nous confient avoir beaucoup voyagé, et qu'en fait, il ne s'agit pas du coup de miséreux comme ont aimé nous les dépeindre, par exemple, les grands médias. Alors donc, est-ce qu'il y a un ou deux témoignages qui vous ont marqué? Alors qu'est-ce qu'ils disent ces migrants? Ils se plaignent de l'insécurité de ce camp, puisque à nouveau ils insistent sur le fait que c'est de la jungle. Et dans le discours appris, quelles sont les choses qui reviennent souvent? C'est en fait tout le temps essayer de jouer un peu sur en fait le sentiment de pitié des Européens, quoi. En disant mais nous sommes des êtres humains comme vous, accueillez-nous, finalement il faut qu'on vive tous ensemble, enfin voilà, toutes sortes de discours, et si vous ne nous acceptez pas, c'est que vous êtes des racistes, etc., etc. Donc il y a ça d'une part, et après, si je dois parler d'un témoignage en particulier, j'ai le souvenir d'un Afghan qui m'avait dit, et qui l'avait dit à la caméra d'ailleurs, que s'il avait su à quoi ressemblerait l'Europe et le camp de Moria dans lequel il vivait, où il y avait justement une énorme violence, etc. S'il avait su cela avant de partir, il ne serait pas parti. Ça, j'ai trouvé que c'était aussi quelque chose d'intéressant, c'est que effectivement dans ces pays-là, il faut imaginer aussi la propagande qui doit être faite, à la fois en même temps le rôle des ONG qui est absolument criminel, qui leur font miroiter un Eldorado qui n'existe pas en réalité, on le sait très bien. Et donc, cela fait que des millions de gens aussi se lancent sur les routes dans le but d'arriver en Europe. Et effectivement, quand ce que vous connaissez de l'Europe, en tout cas c'est le camp de Moria, il y a sans doute effectivement des choix que vous avez faits, que vous regrettez dans ce cas-là, oui. Et alors justement, est-ce que donc vous avez croisé des membres des ONG et quel a été leur discours? Alors, parce que là, on comprend qu'en fait, non seulement les habitants de Lesbos sont insatisfaits de la situation, pour pas dire révoltés par la situation, on comprend que de l'autre côté, les migrants ne se satisfont pas de ce qui leur est offert en Grèce et de leurs conditions de vie, et on peut le comprendre compte tenu des circonstances. Et est-ce que les ONG, elles, se satisfont de la situation? Ah, les ONG, oui, elles se satisfont de la situation. Si ce n'est qu'à la limite, elles en veulent aux Grecs de se révolter contre cela, quoi. En revanche, qu'il y ait une immigration à Lesbos, ça, elles en sont pleinement satisfaites. Effectivement, moi j'ai voulu dans ce reportage également donner la parole aux ONG, justement en fait pour que les gens qui nous regardent et qui regardent ce reportage puissent avoir une vision complète de la situation.
on ne voulait pas interroger que des Grecs et avoir que leur point de vue. On pensait que c'était également intéressant d'avoir le point de vue des migrants et le point de vue des ONG, donc de tous les acteurs qui étaient présents. Alors, après, les ONG, ce qui est certain, c'est que les Grecs, en tout cas, eux, s'en plaignaient beaucoup. Parce qu'en fait, ils les accusaient beaucoup d'être aussi en lien avec les passeurs. C'est-à-dire, pour donner un exemple précis et concret, ça, c'est un des témoignages d'ailleurs dans le reportage, il y a, par exemple, un Grec qui explique qu'à chaque fois que des bateaux de migrants viennent accoster sur l'île, en fait, les ONG sont là en avance, avant que le bateau ait accosté. Et donc, comment cela est possible, si ce n'est en connaissant leur trajet à l'avance et en étant forcément en lien avec les passeurs. Donc ça, voilà, par exemple, ce sont des choses assez intéressantes. Et après, oui, moi, j'ai effectivement, à titre personnel, interrogé un membre d'ONG, et c'est une interview que vous verrez dans le reportage et qui est très intéressante parce que il doit penser sans doute en fait que je suis un journaliste complaisant. Et en fait, au début, il commence à me réciter sa soupe, et en fait, en réalité, surtout à me mentir en fait. C'est-à-dire qu'il arrive à me dire quand même, et ça c'est incroyable, que l'endroit le plus sécurisé sur l'île de Lesbos, l'endroit où on est le plus en sécurité sur l'île, c'est le camp de Moria, pour me dire à quel point c'est un paradis sur Terre et tout. Et donc je lui dis aussitôt, mais enfin, attendez, camp de Moria, j'en reviens, j'y étais ce matin, les migrants eux-mêmes me disent que c'est un endroit qui est extrêmement violent. Et là, donc, là tout de suite, évidemment, il est mal à l'aise, tout ça a été filmé et dans le reportage. Et il fait, évidemment, il rétropédale tout de suite, et il concède finalement que oui, en fait, il y a quand même de la violence, etc. Bon, et ça, par exemple, le fait de confronter ces membres d'ONG, d'exposer leurs mensonges, que ce soit filmé et diffusé, je pense que ça, c'est un travail, par exemple, politique extrêmement important, parce que ça apporte une contradiction. Je rappelle que, par exemple, en France, si vous allez sur le site d'une ONG comme SOS Méditerranée, vous avez accès à son bilan annuel, et l'ONG SOS Méditerranée explique elle-même qu'elle est financée par des dons en argent ou en nature par les 3/4 des grands médias qui existent, que ce soit même BFM TV, M6, etc. et le groupe Canal+, etc. Donc à partir de là, quand ces mêmes médias vous financent, évidemment, ces médias ne vont pas tenir un discours critique ou faire des véritables investigations sur ces ONG. Donc là, par exemple, voilà, ce sont les choses qu'on peut trouver dans ce reportage. Alors, je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie qu'ils écoutent le libre journal des idées politiques, que nous avons la chance de recevoir Clément Martin, qui est porte-parole de Génération Identitaire et qui est allé sur l'île grecque de Lesbos pour faire un reportage tout à fait passionnant, disponible sur YouTube, sur la chaîne Les Identitaires. Alors vous qui connaissez bien, puisque ça fait un certain nombre d'années que vous êtes dans ce combat, comment justement vous expliquez cet aveuglement de ces porte-paroles d'ONG qui participent à la destruction, en tout cas à vos yeux, de notre civilisation? Puisque ce sont des gens là, vous venez de le préciser, qui sont sur place, qui voient bien les problèmes engendrés par l'arrivée massive de migrants. Comment vous expliquez qu'ils soient dans un tel déni du réel? Déjà, pour beaucoup, ce sont des activistes et surtout des idéologues. Et les idéologues, malheureusement, vous pouvez leur mettre le réel en face des yeux, ça ne les fera pas changer d'avis. Ce sont des gens qui sont jusqu'au boutistes, qui sont habités aussi par la haine d'eux-mêmes, la haine de soi, qui pensent que les Européens doivent expier leurs fautes, et donc qui participent à ce travail. C'est finalement un travail totalement nihiliste, mais dans lequel ils se retrouvent. Après, je mettrai néanmoins une petite nuance, parce que vous m'avez dit qu'ils voyaient la situation sur place, c'est vrai, mais beaucoup de Grecs nous ont confié aussi que justement quand ils avaient, au moment de certaines révoltes et quand ils avaient cherché justement ces membres d'ONG pour essayer de les confronter, eh bien ils s'étaient aperçus qu'en fait tous les soirs, ces membres d'ONG dînaient dans les plus grands restaurants de l'île. Voilà. Donc il y a, disons, le camp de Moria la journée peut-être, mais le soir c'est les grands restaurants et la grande vie. Il y a quand même aussi cette dichotomie qui était intéressante de souligner, je pense. Alors vous parlez des ONG, mais alors on peut s'étonner que ce soit vous, Clément Martin, porte-parole de Génération Identitaire, que vous rendiez sur place pour faire un reportage sur cette île. Et donc on peut s'étonner qu'aucun média traditionnel ne fasse ce travail. Alors, est-ce que vous avez déjà vu des reportages sur cette île, réalisés par des médias français ou des médias internationaux, puisque je ne crois pas en avoir entendu parler.
et qu'est-ce que votre reportage apporterait par rapport à un journaliste, on va dire lambda, qui irait faire une enquête sur place? C'est surtout que, en fait, des reportages sur Lesbos faits par les grands médias, il y en a eu. Il y en a eu même un certain nombre. Après, le problème, c'est le filtre d'analyse qui est proposé. Et c'est-à-dire que c'est en fait une vision totalement biaisée de la réalité. Et ça, c'est ce dont on a pu s'apercevoir précisément sur le terrain. C'est-à-dire que la seule manière qu'ont les journalistes de traiter ce qui s'est passé à Lesbos, c'était de dire les Grecs sont d'ignobles racistes, sont égoïstes, stupides, ils ne comprennent pas les bienfaits de l'immigration et du métissage, et donc c'était, je dirais, uniquement des reportages à charge. Quand ils montraient les migrants ou les interrogeaient, c'était uniquement dans le but, disons, d'amener le téléspectateur à avoir de l'empathie envers ces pauvres gens, etc., etc. Donc c'était quelque chose d'extrêmement orienté systématiquement, avec en fait un vrai filtre idéologique. Tandis que si vous regardez le reportage, en ce qui nous concerne, justement, nous on donne le micro à tous et on laisse les gens s'exprimer. On fait quasiment pas de commentaires en fait en réalité. C'est beaucoup de micro-trottoirs où nous laissons les gens tout simplement dire ce qu'ils veulent. Et puis après, nous évidemment, si on est allé là-bas sur place, c'est aussi parce que justement, on avait un sentiment de révolte par rapport au traitement dont faisaient l'objet les Grecs par les grands médias traditionnels. Et donc on voulait à la fois, je dirais, en quelque sorte, laver leur honneur, mais aussi surtout dévoiler la vérité. Que les Grecs se révoltent simplement contre l'immigration massive parce qu'ils vivent un calvaire. Et ils ont de très bonnes raisons d'en avoir assez. Donc ce reportage, disons, en quelque sorte, était une forme d'hommage et de participation à leur lutte. Dernière question, Clément Martin. Sur les 22 000 migrants qui donc sont sur place, quelle est, à vue de nez, la répartition entre les hommes, les femmes et les enfants? Alors, il y avait une majorité d'hommes, ça c'est certain, une grande majorité d'hommes. Il y avait, je dirais, disons, 60% d'hommes, 20% de femmes, 20% d'enfants, quelque chose comme ça, à peu près. D'accord. À peu près. Et là, je vous dis ça, voilà, c'est très empirique. Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. Clément Martin, on a trois réactions d'auditeurs de Radio Courtoisie qui ont composé le 01 46 51 00 85, 01 46 51 00 85. Je rappelle que cette émission du Libre Journal des idées politiques est dédiée aux libertés. Donc trois réactions que je vous lis avant de clore cet entretien. Félicitations à l'animateur, merci, et aux jeunes de Génération Identitaire. Concernant les jeunes arrêtés lorsqu'ils placardaient des affiches, où en sont les auditions? Il paraît qu'elles étaient suspendues. Je vous laisserai répondre juste après, je termine la lecture des deux derniers messages. Donc c'est une auditrice qui nous indique: il faut que Génération Identitaire fasse attention, car les instances de Davos peuvent faire dissoudre leur mouvement. Et enfin, troisième et dernière remarque d'un auditeur de Radio Courtoisie: la gauche antiraciste honore Jules Ferry. On oublie de citer son discours devant l'Assemblée nationale le 28 juillet 1885, que l'on peut vérifier sur Internet. Clément Martin, donc dernière question. Qu'est-ce que vous avez à répondre à cet auditeur qui s'inquiète pour vos militants? Alors là, oui, la première question, il était question d'affiches placardées. C'est ça. Alors je vais répondre, parce que je ne sais pas si ça fait allusion exactement à cela, mais récemment, effectivement, nous avons fait une campagne d'affichage dans la ville de Goussainville. La ville de Goussainville, c'est là où a été élu un maire islamiste fiché S à la suite des municipales récentes. Et donc, très naturellement, Génération Identitaire avait voulu dénoncer cela, et nous avons fait une campagne d'affichage dans sa ville avec des autocollants où était écrit aujourd'hui Hamida étant le nom de famille de cet élu, demain le califat. Bon, ces affiches étaient collées un peu partout dans la ville. Le maire a porté plainte. Bon, jusque-là, à la limite, pourquoi pas. Mais ensuite, par contre, tout s'est emballé de manière assez incroyable. C'est-à-dire que il y a eu des moyens déjà qui ont été alloués à l'enquête complètement délirants. On parle juste quand même d'autocollants. Hein. Et pour des autocollants, on a réquisitionné donc les caméras de surveillance pour identifier les plaques d'immatriculation. Il y a eu un travail qui a été fait de la part des renseignements pour essayer de trouver les téléphones qui avaient borné à cet endroit-là et donc ainsi pouvoir identifier les personnes qui avaient participé à ces collages.
Et ensuite, les personnes supposées d'avoir participé à ce collage ont été convoquées par la police, tout d'abord en audition libre, puis ces auditions libres se sont transformées en garde à vue. Et durant la garde à vue, on a expliqué à ces militants que, en réalité, à la base, des perquisitions étaient également prévues à leur domicile, mais n'avaient pas pu être faites à cause du manque d'effectifs de la police. Donc là, on voit qu'il y a eu une tentative d'intimidation aussi, et puis de faire pression sur Génération Identitaire, effectivement dans une période où beaucoup, nombreux sont ceux qui réclament effectivement notre dissolution, et donc ça fait le lien avec la deuxième question. Concernant notre dissolution, bien entendu, c'est quelque chose, c'est une sorte d'épée de Damoclès que nous avons au-dessus de notre tête, déjà depuis très longtemps, cela dit, parce que depuis la première action de Génération Identitaire en 2012, lorsque nous avons occupé le toit du chantier de la mosquée de Poitiers, le gouvernement de l'époque, on était sous François Hollande, avait déjà dit qu'ils allaient étudier notre dissolution, etc. Mais des échos que je peux avoir, en tout cas, il semblerait que, pour l'instant en tout cas, eh bien, le ministère de l'Intérieur ait certaines difficultés à procéder à notre dissolution parce que juridiquement, il y a, certaines difficultés. Voilà. Alors après, Très bien. ce n'est pas pour autant quelque chose qui peut durer éternellement. Très bien. Merci beaucoup Clément Martin pour votre témoignage. Je rappelle que votre reportage peut être vu par tout le monde sur la toile en allant sur le site YouTube WOUTUBE et en tapant quel mot-clé s'il vous plaît ? Les identitaires, comme ça, voilà, vous sur la chaîne YouTube des identitaires et il y a le reportage dessus et d'autres vidéos parfaitement intéressantes également. Voilà. Très bien, merci beaucoup Clément Martin et à bientôt, je Merci. l'espère, au micro de Radio Courtoisie. Merci beaucoup, merci pour votre invitation. À très bientôt, au revoir.